D'un monde à l'autre, une émission produite et réalisée par Maïda Sili. Tous les vendredis de 15h à 16h sur RTCI. Chers auditeurs, bonjour et Aïd Komabrouk, ravi de vous retrouver en ce jour de fête, la fête de l'Aïd, la fête des petits et des grands. On se retrouve après une pause de 4 semaines, programmation spéciale oblige. Dans ce numéro plutôt festif, D'un monde à l'autre donne la parole aux enfants, car il n'y a pas mieux pour célébrer l'Aïd. On vous propose de réécouter notre numéro spécial réalisé et présenté par des enfants. Nos enfants prennent la parole, prennent le pouvoir, ils se mobilisent dans ce numéro. Ils se mobilisent contre le harcèlement, contre la discrimination et l'injustice. Car malgré les énormes progrès accomplis au cours des dernières décennies, plus de 300 millions d'enfants vivent dans l'extrême pauvreté et plus de 200 millions ne vont pas à l'école. Aujourd'hui, les enfants prennent les commandes de D'un monde à l'autre. D'un monde à l'autre. Bonjour à tous, je m'appelle Omar. Et moi, je m'appelle Khmaïra. Nous vous accompagnons tout au long de cette émission consacrée aux droits de l'enfant. Oui, nous célébrons nos droits aujourd'hui à Omar. Et si on se présentait d'abord? D'accord, moi, je suis Omar. J'ai 12 ans, je travaille à l'école PMF et je suis fan de basket et de manga. Et moi, je suis Khmaïra. J'ai 9 ans, je suis en CM1 à l'ISC. J'aime la lecture, la musique, le théâtre. C'est ma part de bonheur. Alors Khmaïra, aujourd'hui, le magazine D'un monde à l'autre de RTCI a décidé de nous donner la parole et le pouvoir. Tout à fait. Ce sont les enfants qui prennent aujourd'hui les commandes d'un monde à l'autre. Et nous sommes là pour exprimer notre appui aux millions d'enfants qui ne vont pas à l'école et ceux qui sont dans le besoin. Sais-tu Khmaïra que nous célébrons le 20 novembre la Convention internationale des droits de l'enfant? Oui, Omar. Et je sais aussi que la Tunisie a signé cette convention, comme la plupart des pays. Mais malgré ça, des millions d'enfants vivent dans l'extrême pauvreté et ne vont pas à l'école. Aujourd'hui, nous voulons dire à tous que tous les enfants sont égaux et doivent avoir la même chance, et ce, partout dans le monde. Pour cela, nous vous proposons dans ce magazine des reportages sur les droits des enfants handicapés et sur le droit à l'éducation dans les milieux ruraux. Nous parlerons des droits de l'enfant et de la Convention internationale des droits de l'enfant avec notre invitée, Madame Chameza Abdallah, représentante adjointe du bureau de l'UNICEF en Tunisie. Nous exprimerons nos vœux aussi à l'occasion de cette journée. Et il y en a qui vont chanter. Et comme D'un monde à l'autre, c'est aussi les échos d'ici et d'ailleurs, nous vous proposons un voyage à Madagascar pour découvrir les chants et jeux traditionnels des enfants malgaches. Tout ça en présence de notre invitée, Madame Chameza Abdallah, représentante adjointe du bureau de l'UNICEF en Tunisie. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Nous vous invitons d'abord à écouter ce reportage sur les droits des enfants handicapés et on revient tout de suite après. Reportage. La Convention relative aux droits de l'enfant reconnaît expressément les droits de l'enfant handicapé. Elle garantit la protection universelle des droits de l'enfant ayant une déficience physique ou mentale et reconnaît, d'après l'article 23, les besoins spéciaux de ces enfants. En Tunisie, les enfants handicapés bénéficient d'un traitement spécifique et d'un intérêt spécial et continu au niveau de la protection, des soins et de l'insertion. Mais malgré les progrès accomplis sur le plan de la législation, de la théorie et de la pratique, les droits de l'enfant handicapé ne sont pas toujours pleinement appliqués. Au Centre national de l'informatique pour enfants, nous avons rencontré Yassine Ben Brahim, 18 ans. Je suis arrivé ici pour faire une formation en infographie dans le Centre national d'informatique. C'est un bon centre, je me suis bien entouré. Tu viens ici depuis combien de temps, Yassine? Je suis arrivé cette année. Ça te plaît ici? Tu as appris beaucoup de choses? Oui, ça me plaît beaucoup. Yassine a participé le 12 novembre à une compétition à l'occasion de la Fête nationale de l'arbre. Je vais faire une affiche sur la fête de l'arbre, ce que signifie l'arbre dans la vie. Yassine Ben Brahim, comme tous les enfants et jeunes de son âge, nous parle de sa perception par rapport à l'exercice de ses droits en Tunisie. Les droits ne sont pas comme les autres parce qu'en Tunisie, il y a un manque d'accessibilité, principalement dans le domaine de l'éducation. Tu penses qu'il n'y a pas une égalité de chance dans les domaines de l'éducation? Oui, parce qu'il y a un manque d'accessibilité dans les centres de formation. Toi, tu l'as vécu? Oui, je suis arrivé ici parce que je n'ai pas trouvé un autre institut. Tous les instituts sont inaccessibles. Si je te demandais tes souhaits en tant qu'un jeune Tunisien? Je voudrais avoir des centres d'éducation accessibles aux personnes handicapées parce qu'elles n'ont pas la chance comme tous les autres.
Mon message, c'est continuer de vivre sans souci. Continuer de vivre sans souci, c'est le message de Yassine Ben Brahim à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Yassine suit actuellement des cours d'anglais. Son rêve, c'est de voyager pour poursuivre des études à l'étranger et construire un avenir là où il y aurait plus d'opportunités pour les personnes en situation d'handicap. L'anglais, c'est une langue internationale et il faut l'étudier pour avoir d'autres perspectives. Peut-être si j'étudie à l'étranger, je trouve la facilité de parler l'anglais. Le Centre national d'informatique pour enfants est pour Yassine la seule adresse où il peut se divertir et s'épanouir, tout comme Emna Ben Smail. Bonjour. Tu t'appelles comment? Emma. Tu as quel âge, Emna? 17 ans. Tu fais quoi ici, Emna? Informatique? Oui. Tu aimes bien faire ça? Oui. Tu viens tous les jours ici ou uniquement le dimanche? Emna vient tous les vendredis ici. C'est ce que nous explique Kauthar Ghazouani, chef du service de la vulgarisation des connaissances informatiques et du suivi pédagogique au Centre national d'informatique pour enfants. Emna, c'est notre fille. Elle vient ici depuis 2003. Elle vient apprendre et se divertir. Et quand elle ne vient pas, on lui manque, surtout après les vacances d'été. Le Centre national de l'informatique pour enfants handicapés a été créé le 13 janvier en 2003. Son principal objectif est l'intégration des enfants handicapés dans la société de l'information basée sur des équipements modernes et des programmes ciblés. Kauthar Ghazouani. Le Centre national de l'informatique pour enfants organise des ateliers de formation sous forme de modules. Chaque module comporte 18 heures. Nous accueillons des enfants de 5 à 18 ans. Nous commençons par des jeux éducatifs, ensuite nous leur apprenons des modules plus développés. Quant au Centre national de l'informatique pour enfants handicapés, il a été créé en 2003. Nous accueillons des associations et les sessions de formation s'adaptent au calendrier scolaire. Le centre ferme pendant les vacances, mais tout au long de l'année, on est ouvert aux associations avec qui nous travaillons essentiellement et aux particuliers et familles qui viennent vers nous. Les vacances donc ما نخدموش يعني اساسا مع الصغيرات خاطر احنا نعتمدوا اساسا في تعاملنا مع الجمعيات وبالطبيعه الاشتراكات الفرديه اللي يجيوا وحدهم. Est-ce qu'il y a des techniques nouvelles et innovantes dans les approches éducatives que vous adoptez? Bien sûr, nous utilisons des approches pédagogiques, que ce soit avec les enfants normaux ou les enfants en situation de handicap. Avec les enfants handicapés, cela dépend du type d'handicap. Par exemple, pour les enfants avec surdité, nous utilisons le langage des signes. Il y a toujours un professeur qui accompagne l'association, qui aide nos éducateurs à communiquer avec ces enfants. Pour les autres types d'handicap, nous avons des outils techniques qui nous permettent d'accomplir notre travail pédagogique. مربي على التواصل مع الأطفال هذوما. بالنسبة للإعاقات الأخرين البصرية، الذهنية، الحركية، نعتمدوا على برمجيات ومعينات تقنية اللي هي تخول لنا العمل البيداغوجي نتاعنا. Et comment, selon vous, en tant qu'éducatrice et responsable dans ce centre, les enfants perçoivent-ils leurs droits en Tunisie? الحقيقة هما صغيرات كما قلت عندهم وعي تبارك الله عليهم صغيرات الكل. Les enfants, vous savez, sont bien conscients de leurs droits. Moi, je ne fais pas de différence entre un enfant normal et un enfant en situation de handicap. Le fait que l'enfant en situation de handicap veuille venir ici et apprendre, c'est qu'il est conscient de son droit à l'éducation et à l'apprentissage. Il sent que ce centre est pour lui. Pas dans un sens négatif, au contraire, il vient ici pour exercer pleinement ses droits. Notre visite au Centre national de l'informatique pour enfants handicapés s'est terminée par un tour dans ces différents espaces. Donc là, nous sommes en train de faire un tour dans le Centre pour handicapés qui a été créé en 2003. Oui. Le centre compte 6 espaces équipés pour la formation des personnes handicapées. L'espace des non-voyants, l'espace des non-entendants, l'espace des handicapés mentaux, l'espace pour handicapés moteurs et l'espace d'orthophonie. C'est pas pareil comme les autres. Les enfants viennent régulièrement ici. Vous recevez quand même un nombre important d'enfants handicapés. Parce que les gens savent, les Tunisiens aujourd'hui qui ont des enfants handicapés, qu'il y a un centre qui appartient à une structure gouvernementale et qui justement s'occupe de ces enfants. Justement, c'est notre problème principal. Ce centre existe depuis 2003. C'est pour ça qu'on profite des événements, comme la fête de l'arbre par exemple, pour accueillir le maximum de personnes. Nous organisons des journées portes ouvertes, des sessions d'animation dans les écoles ou dans les locaux des associations.
Et évidemment, nous comptons sur les médias pour faire connaître ce centre. نعملوا حصص تنشيطية que ce soit في des écoles primaires وإلا même في الجمعيات يعني نحاولوا ديما وباقي العباد مازالوا فهمت وبالطبيعة احنا ديما نعملوا على الإعلام. Malgré tous les progrès accomplis, il reste beaucoup à faire. Une discrimination à l'égard des enfants handicapés quant à l'égalité d'accès aux services d'éducation, de transport ou de loisirs est constatée particulièrement à l'égard de ceux qui ont besoin d'un important soutien. Les textes de loi et les conventions internationales, comme la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ou celle relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, reconnaissent que les enfants handicapés doivent recevoir de l'aide et que les familles ont droit au soutien dont elles ont besoin pour élever leurs enfants. L'une des meilleures façons d'aider les familles serait donc de veiller à l'application des droits de ces enfants, l'accès aux services, aux soins de santé, à l'éducation et à des activités sportives et récréatives contribuerait à aider les familles à faire en sorte que leurs enfants handicapés puissent mener une vie normale. L'invité. D'un monde à l'autre se poursuit avec Maïra et Omar. Et c'est l'heure de recevoir notre invitée, Madame Chameza Abdallah, représentante adjointe du bureau de l'UNICEF en Tunisie. Oui, Omar, nous sommes là aujourd'hui pour faire entendre nos voix. Et Madame Chameza Abdallah est là pour répondre à nos questions. Que fait l'UNICEF pour les enfants en difficulté? Par rapport à la question très importante, notamment c'est quoi nous faisons pour appuyer les enfants qui ont des stress, qui fassent les situations extrêmes. UNICEF ici, on a notre mandat, on a le rôle pour appuyer le gouvernement parce que le gouvernement de Tunisie, ils ont effectivement la première responsabilité pour assurer tous les droits et tous les services pour appuyer les enfants. Et UNICEF ici, on a le mandat pour appuyer le gouvernement et les autres partenaires, notamment les autres acteurs de société civile, etc., pour faire les actions, pour adresser les besoins des enfants. Il y a quelques domaines spécifiques. UNICEF a donné l'assistance et l'aide à le gouvernement et les partenaires pour proviser le service pour les enfants, notamment le secteur de l'éducation. Dans le domaine de protection de l'enfance, qui notamment, par exemple, appuie quelques ministères, le ministère des Affaires sociales, le ministère de Justice, le ministère de la Femme, Famille et l'Enfant, pour appuyer les besoins des enfants qui ont du stress. Donc, on a beaucoup de choses pour appuyer quelques partenaires qui ont la responsabilité pour assurer les droits des enfants et pour protéger les droits des enfants. Donc, merci beaucoup. Quant à moi, ma question serait, que représente l'UNICEF à vos yeux? L'UNICEF, effectivement, c'est le United Nations Children's Fund. Donc, c'est une agence des Nations Unies globale qui établit après la Deuxième Guerre du monde pour proviser l'assistance spécifique qui a les enfants qui sont affectés par la crise. Et avec la longue histoire de l'UNICEF, c'est une agence des Nations Unies qui a évolué pour faire les appuis de quelques domaines pour adresser les droits des enfants et la promotion des droits des enfants. Notre mandat, c'est plus large comme une agence des Nations Unies. En quelques pays à le monde, on appuie toutes les réponses de crise. Par exemple, la crise à la Syrie, UNICEF avait un grand programme d'assistance humanitaire. Donc, le mandat de l'UNICEF, c'est pour la promotion et la protection des droits des enfants. D'autres enfants se sont joints à nous. Chacun d'eux défend un droit. Bonjour, je m'appelle Malim et j'ai 11 ans. Aujourd'hui, je vais défendre les enfants qui se font maltraiter. Je ressens de la colère et de la rage. Je me sens impuissante contre ceux qui frappent des enfants, les insultent ou les blessent, même par un mot. Personne n'a le droit de nous faire du mal, même si c'est par souci d'éducation. On ne grandit pas dans la douleur, on apprend dans l'amour. Nous sommes des enfants, nous sommes fragiles et précieux. Personne n'a le droit de toucher à notre intégrité physique et mentale. Personne. Bonjour, je m'appelle Maya. Je vais défendre les enfants qui sont exploités dans le travail. Je ressens de la tristesse pour eux. J'aimerais qu'ils s'amusent. Ils doivent vivre l'expérience d'être un enfant. Un enfant doit aller à l'école. Il doit jouer, rire, faire des galipettes, faire le fou, glisser dans la boue, apprendre, avoir des amis de son âge, porter le poids qu'il est capable de porter. Il doit faire des bêtises et des progrès, des courses et tomber, réussir et rater, transpirer de bonheur. Un enfant n'est pas fait pour travailler. C'est son droit. Il ne doit pas accepter d'être exploité par qui que ce soit. C'est son droit de se sentir protégé et aimé. C'est son droit de vivre son enfance. Bonjour, je m'appelle Yasmine.
Je défends les enfants qui vivent en état de guerre. À me mettre à leur place. Je sens mon cœur griffé, froissé. J'ai peur jusqu'à avoir l'estomac noué. Je ne veux plus que des enfants souffrent pour des affaires de grands. Je réclame la paix. Notre monde est beau. Il est plein de dessins colorés dans lesquels nos familles sont unies. Notre monde n'est pas le sang, ni la violence. Nous nous aimons très fort, nous nous voulons du bien et nous espérons partager cette terre ensemble dans la joie. Vivre en paix, c'est notre droit. Je m'appelle Emna et je défends les enfants qui souffrent de la malnutrition. C'est injuste quand certains jettent la nourriture avec les ordures, alors que d'autres ont l'estomac vide. Je ne comprends pas, on ne peut pas dormir quand on a faim, ni courir, on perd notre énergie. Je veux sauver ces enfants, je vais partager, oui, partager, parce que c'est le partage qui peut sauver l'humanité. Je laisserai chaque jour une part de mon plat, un fruit, des céréales ou du pain. Pas loin de chez vous, il y a un enfant qui a faim. Commencez par le faire autour de vous, et ça grandira. Être nourri, c'est notre droit, et c'est notre devoir de le défendre. Je m'appelle Illy et je défends les enfants qui n'ont pas le droit aux soins. Je ne peux concevoir un monde dans lequel un enfant a mal sans qu'on réponde à son appel. Un enfant a le droit d'être soigné dans de bonnes conditions. La douleur chasse le sourire et moi je rêve d'un univers heureux. Alors je dois faire ma part avec ce que je peux. Avec mes amis, nous avons mis en place une boîte à pharmacie. On y met des médicaments non utilisés, des pansements, des pièces que nous tirons de notre argent de poche. Nous les offrons aux familles nécessiteuses. Il faut y croire. Nous commençons avec des petits moyens. Ça grandira, j'y crois. On y croit! Nous allons maintenant écouter une chanson et nous reviendrons tout de suite après. Restez avec nous. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit qu'un temps la nuit tout s'efface. Même leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravité. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés Pour ne pas oublier, pour tout changer. mélangeons demain dans un refrain Nos visages métissages. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravité. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Et c'est toujours d'un monde à l'autre de RTCI avec Mayra et Omar. Oui, la suite, ce sera avec un reportage. Dans ce reportage, Lisa a rencontré les acteurs impliqués dans la protection de l'enfance en Tunisie. Car pour garantir les droits des enfants, il faut avant tout comprendre les contextes auxquels ils font face. C'est tout le défi qui se pose aujourd'hui en Tunisie. En effet, Mayra, nous avons en Tunisie des lois qui nous protègent, mais bon, nous allons pas nous mentir. Sur le terrain, les enfants souffrent encore d'abus. Je t'invite donc, ainsi que nos auditeurs, à écouter ce reportage. Reportage. Tous les enfants en Tunisie bénéficient-ils des mêmes droits ? Si en théorie c'est le cas, la réalité est tout autre.
Bien souvent, leurs droits sont plus ou moins respectés en fonction de la situation dans laquelle ils se trouvent. C'est le cas des enfants dans le milieu rural et en particulier les filles qui sont spécialement vulnérables aux différents abus, une tendance intimement liée aux difficultés socio-économiques. Et c'est justement ce point sur lequel s'est penché le mardi 7 novembre 2017 à Tunis une conférence nationale dédiée à la stratégie relative à l'autonomisation socio-économique des femmes et des jeunes filles en milieu rural pour les 3 années à venir. Stratégie dont le coût de la mise en œuvre est estimé à plus de 53 millions de dinars. Car il faut avouer que les difficultés auxquelles font face les enfants en milieu rural sont nombreuses. On écoute El Jazia Hamemi, sous-directrice chargée de la femme rurale. Pour le moment, il n'y a pas une égalité de chance d'accès aux structures de l'éducation préscolaire, c'est-à-dire les jardins d'enfants. Et on sait que ça a un impact très important sur le cursus scolaire de l'enfant par après. Il y a aussi les conditions d'accès aux écoles. Il n'y a pas le transport adéquat, il n'y a pas l'infrastructure nécessaire, que ce soit à l'intérieur des établissements scolaires ou à l'extérieur. Il n'y a pas les routes adéquates, il n'y a pas des espaces où les enfants peuvent, entre les cours, exercer des activités récréatives et d'animation. Donc tout cela peut impacter négativement le cursus scolaire de l'enfant. Actuellement, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance a des programmes spéciaux pour l'enfance en milieu rural, a des unités mobiles d'animation, des clubs d'enfants mobiles pour aller là où il n'y a pas de structure stable pour l'animation des enfants. Donc il y a un effort qui se fait, il y a un grand travail qui se fait avec les associations aussi pour rapprocher les services, l'encadrement, l'écoute des enfants en milieu rural. Afin de venir en aide à cette population particulièrement vulnérable aux abus, les autorités misent sur une stratégie globale et participative. Nazih El Abidi, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, revient sur ses principaux axes. Cette stratégie de la petite enfance, elle porte sur la promulgation davantage, faire connaître davantage les droits de l'enfant, améliorer aussi, parce qu'on ne peut plus parler des droits de l'enfant sans parler d'une qualité des droits de l'enfant. Il y a les acquis, c'est bien, mais il faut penser au devenir de ces droits de l'enfant. Et donc pour nous, c'est le bien-être de l'enfant et de la petite enfance, à parler du bien-être de l'enfant sans parler du bien-être de la famille, des parents et de la société d'une façon générale. Donc tout est lié et on ne peut pas parler de l'enfant sans parler de parents, sans parler des jeunes qu'on voudrait préparer à devenir parents. Et donc c'est pour cela que nous avons un programme qui s'intitule la préparation des jeunes à la vie conjugale et aussi l'éducation parentale qui est un axe très important. D'autres situations sont également considérées comme fortement propices aux abus sur l'enfance. C'est le cas des enfants réfugiés en Tunisie, une population dont le nombre demeure certes limité, malgré le fait que de nos jours, la moitié des migrants irréguliers qui arrivent en Europe sont des enfants. Malem Dali de l'UNHCR pour la protection des droits des enfants réfugiés estime qu'ils ont la chance de bénéficier en Tunisie d'un code de protection de l'enfance applicable sur le terrain. Malem Dali fait un tour d'horizon sur les vulnérabilités auxquelles les enfants réfugiés peuvent faire face. Ici, on a une petite population de réfugiés qui n'est pas très grande, donc c'est moins de 1000 personnes qui sont réfugiées. Donc la population d'enfants, c'est 33% de la population totale. Les vulnérabilités de l'enfant réfugié, c'est justement le fait qu'il est dans un pays qui n'est pas le sien, qui ne parlent pas forcément la langue. Les enfants réfugiés les plus vulnérables vont être ceux qui sont séparés de leur famille, qui sont seuls et qui n'ont pas de personnes qui soient en charge de leur fournir les besoins essentiels, etc. Il y en a très peu en Tunisie. La plupart des enfants ici sont avec leur famille. Par exemple, dans l'accès à l'éducation est garanti par la loi tunisienne pour tous les enfants, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur statut en Tunisie. Mais dans la pratique, il va y avoir des enfants qui sont uniquement francophones ou des enfants qui sont uniquement arabophones. Cette année, la Tunisie a présenté son rapport au Comité sur les droits de l'enfant en charge de regarder comment chaque pays qui a signé la Convention sur les droits de l'enfant avance dans la réalisation et la mise en œuvre de cette convention. Sena Boudia, officier des droits de l'homme au sein du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Il y a eu tout un rapport qui a été fait par la Tunisie avec des consultations dans les régions des enfants eux-mêmes pour qu'eux-mêmes exposent en fait quels sont les problèmes qu'ils rencontrent. Et donc, en plus de tout ce que j'ai dit, il y a aussi même l'accès, ils ont aussi beaucoup mentionné les droits économiques, sociaux, l'accès par exemple aux services de santé. Donc la société civile va pouvoir faire un rapport, ce qu'on appelle alternatif ou complémentaire à celui de l'État.
Et donc c'est une très bonne, magnifique opportunité pour le pays de justement regarder qu'est-ce qui se passe pour les droits de l'enfant en ce moment en Tunisie, aussi bien au niveau de tous les droits qui figurent dans la Convention, qui est d'ailleurs un des traités des droits humains qui a été le plus ratifié dans le monde. Pour rappel, la Tunisie a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant en 1991 et a levé depuis juin 2008 toutes les réserves la concernant. La nouvelle constitution tunisienne du 27 janvier 2014 pèse également de tout son poids en faveur des droits de l'enfant. Elle mentionne expressément pour la première fois leur garantie. Certes, il s'agit d'un succès vu le fruit des nombreux efforts et pressions de la société civile, mais cela reste cependant un succès à concrétiser en fonction des particularités du contexte socio-économique tunisien. D'un monde à l'autre. C'est toujours d'un monde à l'autre, un numéro spécial que vous propose RTCI. C'est un numéro consacré aux droits de l'enfant. Nous accueillons maintenant Hayat. Elle a 7 ans, elle est en 2e année primaire, elle fait du ballet russe, elle aime la peinture et la musique. Elle est venue vous chanter exprès une chanson. Bonjour Hayat. Bonjour. Avant de chanter, j'ai un message. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à toute la planète. Je m'appelle Hayat, j'ai 7 ans et je veux partager avec vous mes rêves et mes espoirs pour un monde meilleur. Parce que nous, les enfants, sommes les adultes de demain et nous avons le droit de rêver et d'espérer un monde meilleur. Ce n'est pas impossible si nous mettons la main dans la main, si nous croyons en nous et surtout si nous nous aimions, nous pourrons changer le monde. Oui, nous pouvons le faire avec juste un peu plus d'amour. Nous sommes fatigués de voir à la télé que le monde va mal, que la nature est polluée, qu'il y a chez nous comme ailleurs des enfants qui ne vont pas à l'école, des enfants qui ne vont pas chez le médecin, des enfants dans la guerre, des enfants sans amour. Ces enfants n'ont pas choisi de vivre comme ça. Et tous les enfants du monde ont le droit à la dignité et à l'amour. Nous avons tous droit à la vie. Alors, vous qui nous écoutez, vous qui nous donnez toujours des promesses, vous qui décidez pour nous, nous vous demandons de nous écouter. Au nom de tous les enfants du monde, je vous demande plus de justice et d'égalité. Pas de pauvreté, ni de misère, pas de guerre, pas de pleurs. Nous voulons de l'amour. Ce monde dont je rêve, j'ai choisi de vous le chanter. À tous les enfants, j'envoie mes amitiés et j'imagine ce monde parfait. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No help below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday that you will join us, and the world will be at one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Hey, imagine all the people
rencontre se poursuit. Nous vous invitons maintenant à voyager à Madagascar. Nous allons découvrir ensemble les chants et jeux traditionnels des enfants malgaches. D'un monde à l'autre. Chants et jeux traditionnels des enfants malagasy. Un documentaire produit par la Radio Nationale Malagasy en collaboration avec le CIRTEF. Réalisation Arzak Arasoul. Prise de son Yves Ranefson. Bonjour! Comme tous les enfants du monde entier, les enfants malagasy ont des jeux et des chansons qui préservent et définissent notre identité culturelle. Mais avec le temps et l'évolution sur tous les domaines, ces éléments de la tradition ont aussi connu des changements inévitables en ville et en milieu rural. Récit de Miarinsu. En ville, nous avons visité des écoles publiques et privées, des quartiers populeux et aisés. Nous sommes ici à l'école primaire publique d'Anjawang 1. Heure de la récréation. Malgré l'exiguïté de la cour par rapport au nombre des élèves, les garçons font la course, jouent aux billes ou au ballon, tandis que les filles forment de petits groupes et jouent au tanis. Un peu de dispute souvent pendant le jeu. Le tanis est un jeu traditionnel réservé aux fillettes. Se joue à 2 avec 5 petits cailloux dont l'esprit est d'apprendre à compter. Quand l'une a dit « mort », la main passe à l'autre et ainsi de suite. Ou bien, elles chantent en dansant ou tout simplement en tapant leurs mains suivant le rythme de la chanson. Dora si pense, Dora ta petite amie. Cette chanson est quasi inconnue du répertoire de la chanson traditionnelle des enfants. En plus, la parole est un mélange du malagasy français. Toujours pendant la récréation, mais à l'école primaire publique de Manzakaray, en Tananarive. En général, les jeux se ressemblent, mais pour les chansons, les fillettes de cet établissement tendent beaucoup plus vers les chansons traditionnelles. Miss Faufau. On peut dire que cette chanson est du genre traditionnel, malgré les quelques modifications au niveau de la parole, tandis que Marutun, que nous allons entendre, elle est très moderne. Pendant la chanson, les élèves forment un cercle où les filles, les garçons, ceux qui sont en jeans, en lunettes ou en casquette, se succèdent pour se mettre au milieu et dansent en suivant le rythme. Quelques jours après, nous sommes reçus à l'école privée La Krana, à Analamaït-Cité, une école d'expression française. Il est 9h30. Les primaires sont en récréation. Un jeu chanté traditionnel des enfants intitulé Raoustam a attiré notre attention et sur le coup, on a ouvert notre dictaphone pour l'enregistrer. Ici, on fait la ronde. Un volontaire se met au milieu, avec les yeux bandés. Il ou elle cherche quelqu'un pour lui remplacer. Il devrait connaître son nom, sinon, il reste toujours le tsamba ou l'aveugle. Une école d'expression française, mais le jeu chanté lors de notre passage est traditionnel. Un peu bizarre, non? Madame Lantrasam Nevu, directrice de l'école privée La Krana, explique. Il faut respecter la langue d'enseignement choisie par la direction, tout en gardant, dès le plus jeune âge des enfants, les éléments de leur identité culturelle. Et c'est très, très, très fantastique.
et nous terminons notre visite des écoles privées à Anjay-Sur, école Le Petit Prince. Elle a choisi une langue d'enseignement mixte, malagasy-français, mais le jour de notre passage, nous avons remarqué que la récréation est animée par plus des jeux et chansons en français qu'en malagasy. Mélodie, j'aime la galette, si tu as la joie au cœur, sont entonnés par les élèves. Les élèves connaissent-ils les chants traditionnels des enfants? Non, peut-être c'est notre maman qui en sait. Pourtant, nous sommes intéressés si on nous les apprendra. Face à cette situation, écoutons l'avis d'un éducateur, Monsieur Andjiamisa à Telson. Et je constate que les jeunes se désintéressent progressivement de notre culture. Ce que nous essayons de faire au niveau secondaire, c'est de les sensibiliser à aimer et à valoriser notre culture basée sur les jeux et les chants et à parler la langue maternelle pendant les cours, et cela afin de préserver notre identité culturelle face à la culture étrangère qui tend à submerger la nôtre. Tandis qu'au niveau du primaire, l'institutrice Razayar Soufouangui a déjà fait un pas. Au niveau du primaire, nous nous efforçons dans la mesure du possible de réapprendre à nos élèves les chants traditionnels, et nous espérons, madame, que plus tard, ils vont entonner ces chants pendant la récréation. Aussi, il y a des parents qui sont encore conscients de la situation et prennent la responsabilité envers leur progéniture, comme Monsieur Irrabé. Oui, j'ai constaté qu'actuellement, les éléments de notre identité culturelle tendent vers la dérive. C'est pourquoi j'ai pris la décision de jouer ensemble avec mes enfants, au moins 2 fois par semaine. En général, contes, cantines, jeux et chansons traditionnelles sont au programme. On y va les enfants? Après 3. 1, 2, 3. Oh, comme ils sont mignons, vous ne trouvez pas? Si telle était la réalité constatée dans les différents établissements publics et privés que nous avons visités, nous allons découvrir maintenant ce qui se passe dans les milieux populeux ou bas quartiers d'Antou Madinka 3G Hangar, où vivent le plus grand nombre de familles défavorisées des bidonvilles, majoritairement jeunes. Dans ce quartier, les enfants jouent à divers jeux quand ils sont chez eux. Écoutons Lala, Nevu et Far. On joue à faire des ours, sinon on vit. On joue les mêmes jeux parce qu'on est voisins. On joue à la poupée, à la marelle et aux courses. C'est leur jeu habituel. Quant aux chansons, Jazz MC, Black Nadia, Barnzak, Hodiaï, Milky. Ici, la racine et les sources de l'identité sont presque inaperçues. Face à cela, la Direction des Archives nationales, en collaboration avec le ministère de la Culture, ont pris l'initiative de prendre en main les enfants du quartier populeux pendant le mois d'août. Explication de Madame la Directrice des Archives nationales, Sylvie Andjiamian. Cette activité, nous l'avons fait déjà depuis une dizaine d'années. Au départ, et en fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours sur cette même idée, c'est de transmettre à la jeune génération l'importance des archives, l'importance de l'histoire de son pays. Et voilà pourquoi nous avons organisé cette activité pendant les grandes vacances pour les enfants des bas quartiers. Et en quoi consistent exactement ces activités? Il y a d'abord les contes, il y a aussi les jeux d'antan, mais il y a aussi des nouveaux jeux. Et les chansons? Oui.
effectivement, j'ai oublié. Il y a les chants qui intéressent tout le monde. Sont-ils encore intéressés par les jeux traditionnels, madame? Très, très intéressés. Vous voyez par exemple ces fillettes qui jouent au catch. C'est quoi le catch? Nous avons invité Monsieur Gérard Razaf Maïfa, vice-président de la Maison culturelle Malagas, pour l'expliquer. Oui, écoutez, c'est un jeu traditionnel destiné aux filles. Le catch se joue à 2 et avec 32 pions. Et ayant pour but de leur apprendre à calculer afin de bien gérer leur futur foyer et leur budget. Parce que l'épouse sera chargée de l'épargne familiale. Et même chez elle, ces filles jouent aussi au catch. Chez nous, nous jouons au catch dès qu'on est libéré de notre occupation ménagère. Parfois, celle qui gagne au jeu aura 50 arrières et c'est une de notre distraction préférée. Toujours dans le quartier populeux d'Antomading, les tout-petits sont aussi gâtés par le jeu de Kiyumbi Yumbi ou figurines modelées à partir du tanmang ou pâte d'argile noire ou verte. Ici, il s'agit de modeler de zébus en miniature. Pourquoi le zébu? Monsieur Razaf Maïf Gérard explique. Tout d'abord, nous, les Malagasy, on ne se sépare jamais des zébus. Dans tout ce que nous entreprenons, nous avons besoin de zébus. Pour la nourriture, pour les travaux des champs et des rizières, pendant les fêtes, les moments sombres, et bien évidemment les rites. Le zébu est important pour les Malagasy, c'est pourquoi on apprend aux petits-enfants de modeler un zébu pour qu'ils sachent combien le zébu est une richesse et un patrimoine. Et oups, Sarbid et Aïcha s'appliquent au modelage du petit zébu avec un grand bassin contenant de l'eau à côté avec choix. Petit entretien avec elle. Sarbidi, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je vais fabriquer des boules avec de l'argile. Et toi, Aïcha, qu'est-ce que tu fais? Je fais un dessin. Et là, Aïcha s'y met pour de bon. Les mains plongées dans la bassine boueuse, le visage plein de boue. Et le récit continue. Quelques jours plus tard, cap vers le quartier des familles aisées, à un Kadvatu, un Tananarive-ville. Ici, l'environnement est plus calme. On entend souvent les aboiements des chiens au passage devant les portails des villas. On peut dire que c'est un peu difficile de rencontrer des enfants dans ce quartier, mais tout d'un coup, voilà 3 enfants qui vont nous croiser devant leur maison. Après courte hésitation, Mintk, Loïc et Rinti acceptent de nous accorder quelques minutes d'entretien sur les jeux qu'ils aiment faire. Je joue au basket et moi au ballon prisonnier. Et pour moi, c'est le Tsumak. C'est un jeu de saut dans des carrés au sol accompagné de la chanson Tsumake, Tsumaka, 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 Tsumaka. C'est un jeu qui fortifie les jambes. Ce jour-là, on n'a pas eu l'occasion de trouver des enfants en train de jouer dans ce quartier et on a dû en chercher. Ce n'est que le lendemain qu'on a la chance de rencontrer Madame Yunza Mialsu, la maman de Jade et de Lucia, dans sa résidence à Bandon. Elle nous accueille dans son jardin. Tout près de nous, des enfants jouent avec ses filles et elle est là pour les surveiller. Madame Younes va nous citer les jeux familiers auxquels ces enfants jouent dans ce quartier. Ils s'amusent à divers jeux. Dans la cour, ils jouent aux jeux de société traditionnels comme le Ankiafna ou Cache-Cache, au Tantaravatu, sorte de scénette dans lequel les cailloux jouent le rôle des différents personnages.
Là, vous les voyez au balançoire. Et quand ils sont à l'intérieur, c'est plutôt les jeux modernes, tels regarder des dessins animés, surfer sur Internet et jouer à des jeux éducatifs comme Titouni ou Nintendo. Elle prend plaisir à regarder ses enfants jouer autour d'elle. Toutefois, elle a émis quelques remarques. Je constate qu'autour de moi, ici, les jeux traditionnels tendent relativement à disparaître petit à petit. Ce n'est plus comme de notre temps. 2 jours après, nous sommes partis vers le nord de la capitale. Dans leur petite chambre, Miad, 12 ans, et son frère Nandian, 6 ans, nous accueillent gentiment. Ils sont en train de jouer, un téléphone entre les mains, ils nous en parlent. On s'amuse aux jeux résistants des fils, Angry Birds et First Racing. Pendant les vacances, on joue aux jeux malagasy, Fanourne, Sapak, Catch. Quelquefois, nous rejoignons nos cousines pour jouer et trouver des nouveaux jeux. Madame Miraïra Feloarsou, la maman de ces 2 beaux garçons, confirme et ajoute quelques explications. Ce sont les jeux vidéo qui les accrochent beaucoup. Ils jouent aussi aux cartes et aux dominos. Ils s'amusent aux jeux malagasy, tels le Faninsk, le Sapak ou Marel. Ils jouent encore tout cela. Après avoir visité différents quartiers en ville, force est de constater que les jeux et les chansons traditionnelles des enfants malagasy commencent à être submergés par les jeux et les technologies modernes. Raison pour laquelle nous avons pris la décision d'aller au milieu rural pour constater de visu et faire la comparaison. Destination, le village d'Ambundna, dans la commune rurale d'Ambouba au sud, environ 75 km de la capitale sur la nationale 3. Après environ 2h30 de route, nous sommes arrivés, mais il nous a fallu encore 30 minutes de marche à pied pour atteindre le village. Le vent souffle, les crachins couvrent le visage. Il fait froid à Madagascar en ce mois d'août. Des salutations matinales échangées avec les villageois. Un petit bonjour également aux charretiers croisés en chemin. Enfin, le village d'Ambundna est là devant nous. Un village de 35 toits environ, déjà électrifié, à population majoritairement jeune et féminine. Le lendemain, à la tombée du crépuscule, les enfants approchent petit à petit la grande cour du village pour animer notre rendez-vous. De temps en temps, on entend l'ambiance de la campagne. Puis, les uns après les autres, les enfants et quelques parents ont pris place tout autour de la cour. Après une brève prise de parole d'un grand-parent, les enfants entament tout de suite la première chanson intitulée Manj Vene Wantana. Manj Vene Wantanan, c'est une chanson d'enfants typiquement malagasy. Et comment ces enfants ont-ils pu encore les chanter comme ça? Taïna nous répond. On les connaît parce que nos grands-parents nous apprennent ces chants traditionnels au crépuscule en attendant le souper. En dehors des parents, qui, eux, sont encore conscients de notre valeur culturelle, dans ce petit village, il y a aussi bébé Jeanne, une grand-mère de 70 ans, simple, bon vivant, souriante et sociable.
Elle est la seule personne qui transmet les jeux et chants traditionnels aux enfants. Je suis la seule qui reste ici. Les autres sont partis vivre ailleurs comme mon ami Armand. La vie est tellement dure, ils sont partis. Les chansons des enfants d'autrefois sont encore crédibles pour Taï et Fifaline. Ils s'expriment. Pour moi, ces chansons d'antan renferment de la morale. Leur contenu relate le vécu. En plus, ces chants reflètent notre identité, notre environnement et notre tradition. C'est ce qui pousse encore bébé Jeanne à continuer. Elle en est fière. Que j'aimerais préserver nos valeurs culturelles en les transmettant à ces enfants d'aujourd'hui pour qu'ils ne les oublient pas, oui. Bébé Jeanne a programmé pour la suite un jeu chanté intitulé Toto Katak. L'esprit de ce jeu chanté est d'apprendre aux filles à protéger à tout prix leur maman contre les violences à l'égard de la femme. Notons que la plupart des jeux malagasy sont accompagnés de chants. Un autre exemple, Avmangataka Isaï, que nous allons entendre de suite. Ce jeu relate l'historique des fiançailles malagasy d'autrefois ou Futunji. Plus l'heure avance, plus l'ambiance monte. Écoutez. Tiafulana Fenmanan, au clair de la lune version malagasy, est une chanson phare des enfants malagasy, ayant un esprit stratégique, selon M. Yari Rasafnjakutu, journaliste et chercheur. Tiavulana Fenmanana Takariva, c'est un jeu stratégique pour la sécurité du village, car la pleine lune est le moment favorable pour les voleurs. Tout le monde sort de leur case. Les enfants jouent et chantent, et le reste assiste et veille à la sécurité du village. Pendant le jeu en pleine lune, la mise en place dans la cour est spéciale. Au milieu, les enfants et les mères de famille. Ensuite, les adultes et les âgés, puis les jeunes. Et enfin, les hommes valides prêts à affronter les incurseurs. Chez nous, jeux et chansons ont tous des significations profondes pour pouvoir transmettre aux enfants de la génération successive l'éducation, la sagesse malagasy, les stratégies de la société. Et pour continuer notre émission, nous vous invitons à suivre un type de jeu de réflexe, de connaissance générale, c'est le Ankamatach, genre devinette. Se traduit le lépreux assis sur la chaise. La réponse est Anana. C'est un jeu très prisé par les enfants. La forme reste toujours la même, mais les questions changent suivant le temps. La réponse est vaste de nuit. Vous avez imaginé ô combien cette devinette est passionnante et amusant. Pour terminer notre documentaire, notre personne ressource, M. Rasakatsu Aranalalau, a ses mots à dire sur les jeux et chants traditionnels des enfants. En tant qu'éducateur, j'ai ressenti que ces jeux et chants renforcent leur solidarité, leur amitié, et leur amour envers la patrie et la langue maternelle, et surtout leurs tendres années dans le village.
20h approche, le sommeil, le froid, la faim commence à attaquer les enfants. Bébé Jeanne remercie tout le monde. Et pour clôturer notre soirée, les enfants fredonnent la chanson de la fin, Oralil, en guise d'au revoir. Andesikaoud Faal Nanyanj. Allons rentrer, car la nuit va tomber. Oralila, Oralila, Andesikaoud. Après cette descente à Mountain, nous pouvons confirmer que l'identité culturelle, à travers les jeux et les chansons traditionnelles des enfants malagasy, est encore tangible en milieu rural. Nouvelle fraîche, telle fut notre joie, car cette chanson que nous venons d'entendre est le tube de l'année 2016, une version R&B de la chanson traditionnelle des enfants, intitulée Diavulana Fenmanan, interprétée par Marion, artiste nouvelle génération. Et en plus, notre joie fut encore comblée en voyant une compilation d'un CD audio contenant 13 chansons traditionnelles des enfants produits par l'association Madagascar Namaku. En voici un extrait, Inunizra Furmaza. C'est sur cette berceuse malagasy et ces bonnes nouvelles que notre émission prend fin. Nous tenons à vous remercier d'être avec nous. L'équipe de réalisation et les enfants malagasy vous disent Feluma, au revoir. C'était Chants et jeux traditionnels des enfants malagasy. Un documentaire produit par la Radio Nationale Malagasy en collaboration avec le CIRTEF. Réalisation Arzak Arasoul. Prise de son Yves Ranefson. Notre voyage prend fin. Ce numéro d'un monde à l'autre vous a été présenté par Omar Ermaïra. Nous terminons avec nos souhaits. Je souhaite que tous les enfants qui vivent dans de mauvaises conditions soient bien logés, soient bien nourris. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Moi, c'est la même chose qu'elle. N'oubliez pas de consulter la page Facebook d'un monde à l'autre, les échos d'ici et d'ailleurs, et celle de RTCI pour réécouter cette émission et écouter d'autres interviews bonus avec des enfants ingénieurs en herbe. Sur la page aussi, vous pouvez admirer des photos et tableaux réalisés par des enfants de 3 à 5 ans, réalisés à l'occasion de la fête de l'arbre le 12 novembre au Centre national de l'informatique pour les enfants. Merci à tous de nous avoir suivis et à la prochaine. Bravo. D'un monde à l'autre, une émission produite et réalisée par Maëda Sili. Tous les vendredis de 15h à 16h sur RTCI.